Eugénie Adam est avec nous sur ce plateau. Bonjour Eugénie. Bonjour Thibaut. Vous êtes là pour nous parler du trouble du sommeil chez l'enfant. Effectivement, il en existe un grand nombre et ça peut être très ennuyeux parce qu'évidemment, à l'enfance, dormir, c'est absolument primordial. Quelles sont les formes de troubles du sommeil qu'on peut rencontrer chez l'enfant ? Alors, ça va être tout ce qui va perturber le rythme naturel de l'enfant. Donc, en gros, c'est quand le sommeil est rétréci. C'est-à-dire qu'un enfant, on sait qu'en moyenne, il a besoin vers 2 ans de 14 heures de sommeil, puis ça va rétrécir progressivement pour atteindre 10 à 12 heures à 12 ans, puis augmenter un peu à l'adolescence parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie à cause de tout ce qui les traverse à ce moment-là. Donc, quand on est en hypersomnie, c'est-à-dire dans plus de sommeil, ou dans le sens inverse, quand on a moins de sommeil, ou alors des sommeils qui sont perturbés par des réveils nocturnes, on va être dans des troubles du sommeil. Alors, les réveils nocturnes, ça peut être lié à quoi? Ça peut être du somnambulisme, ça peut être simplement un cauchemar, ça peut être de la peur, ça peut être... quoi d'autre? Alors, il y a beaucoup de troubles du sommeil. On ne va pas tous les énoncer parce qu'il y en a qui sont très précis. Les plus fréquents, ça va être en effet les terreurs nocturnes. Alors ça touche une période particulière. Ça va être de 6 mois à 6 ans, mais particulièrement entre 3 et 4 ans. En fait, c'est plutôt lié... la plupart des troubles du sommeil vont être liés au développement de l'enfant, donc à ce qu'il traverse dans sa journée, à son développement physiologique, mais aussi à son développement psychologique, à tout ce qu'il a à organiser, puisque la fonction du sommeil, c'est évidemment de permettre à l'organisme de grandir, mais aussi de permettre au cerveau de se construire, d'organiser tous les nouveaux apprentissages, d'organiser ce qui va emmagasiner, donc la mémoire, de permettre une bonne mémoire, une bonne concentration. Les terreurs nocturnes, c'est à distinguer des cauchemars? Ce n'est pas la même chose. Une terreur nocturne, ça va se passer dans le sommeil profond, c'est-à-dire la première partie de la nuit. Souvent... dans les heures qui suivent l'endormissement, 1 à 2 heures après l'endormissement, quand le bébé ou l'enfant est vraiment en plein sommeil. D'ailleurs, ça ne va pas forcément le réveiller. C'est nous que ça réveille ou que ça inquiète parce qu'il crie, il a l'air totalement apeuré, il va transpirer. Qu'est-ce qui provoque cette peur-là ? On sait pas. Voilà, une surcharge émotionnelle et qui va décharger à travers ses cris et une surdose d'émotions, en fait. Mais il va en général se rendormir naturellement, donc il faut laisser le temps à l'enfant de pouvoir se rendormir tout seul parce qu'en fait, il est dans sa phase de sommeil profond, donc dans le sommeil qui répare le plus. Alors que le cauchemar... Le cauchemar, c'est donc des mauvais rêves et on va rêver dans la phase de sommeil paradoxal. C'est-à-dire que vous avez le sommeil lent, le sommeil léger, où vous êtes en endormissement qui dure une dizaine, quinzaine de minutes. Ensuite, vous passez en sommeil profond, ça va être 2 heures à peu près. Et puis, vous êtes dans votre sommeil paradoxal à la fin d'un cycle. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil au cours duquel on rêve et qui, parfois... en fonction du rêve, quand il est trop intense, parce qu'il y a trop d'anxiété, ou encore une fois, beaucoup d'informations à gérer de la journée, va provoquer un réveil. Et c'est souvent ce qu'on appelle des cauchemars, c'est-à-dire un rêve qui contient beaucoup d'anxiété, beaucoup d'informations émotionnelles qui sont trop intenses pour que le sommeil puisse rester serein et repasser dans le cycle suivant. Alors, il y a les résistances aussi au coucher, il y a le somnambulisme, il y a les apnées du sommeil aussi. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est des choses qui sont importantes d'identifier parce que chez les bébés, ça va être souvent des enfants qui ne vont pas dormir beaucoup la nuit, qui vont se réveiller, faire des toutes petites nuits, les parents sont épuisés, jamais plus de 5 heures de sommeil d'affilée, et par contre, ils vont rattraper dans la journée, refaire des siestes de 5 heures par exemple. Et donc ça, parfois, pouvoir poser un diagnostic dessus, ça va permettre de prendre les dispositions nécessaires pour puis que l'enfant puisse respirer correctement pendant la nuit. Les bonnes habitudes, du coup, pour essayer de trouver des solutions à ce problème-là, si votre enfant est sujet à ça, quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour essayer de limiter au maximum le risque de réveil et de nuit agitée? Alors, les bonnes habitudes, ça va être un peu les mêmes choses que pour un adulte. On en avait parlé la dernière chronique, c'était sur les rituels du coucher. Donc déjà, instaurer des rituels du coucher, c'est-à-dire avant le sommeil, on est dans des temps calmes, pas d'excitation. Et puis, on va essayer de faire en sorte que le moment du sommeil, le moment du coucher soit toujours un peu... se déroule de la même manière pour que l'enfant soit préparé à se séparer. Parce que ce qui va provoquer des angoisses, des difficultés à entrer dans le sommeil, ça va être souvent des angoisses de séparation, de l'anxiété, parce que je vais me retrouver tout seul dans mon lit, dans ma chambre. Donc, les rituels, c'est important
pour que l'enfant puisse apprendre, savoir que c'est tous les soirs la même chose et que le lendemain matin, tout le monde sera encore là pour s'occuper de moi, je ne serai pas tout seul. Ça va permettre, en plus des rituels, c'est important que l'environnement soit favorable aussi. Donc, la chambre doit être agréable, l'enfant doit se sentir bien dans sa chambre et puis dormir dans sa chambre. Oui, ça, c'est important. Bien dans la chambre des parents. Le laisser pleurer, c'est important. Alors, dans la phase d'apprentissage du sommeil, c'est important de savoir que c'est un apprentissage d'apprendre à dormir tout seul. Donc, le bébé, il va avoir un moment où, oui, il pleure avant de s'endormir. Mais parce qu'en fait, il a besoin aussi de décharger ce qui s'est passé dans sa journée, trop d'émotions. Donc ça, c'est pas facile, mais tous les parents y passent, c'est apprendre à identifier un peu le pleur. Il y a des pleurs qui disent « je suis fatiguée, je décharge et je vais bientôt m'endormir, t'inquiète pas ». Et là, c'est le travail du parent à réussir à prendre sur lui, pas être trop anxieux pour pas finalement commencer à induire des difficultés à se séparer, à être capable d'aller tout seul dans son sommeil. D'accord, très bien. Il y a d'autres encore quelques petits conseils qu'on vous mettra sur Internet, notamment de le raccompagner s'il se réveille dans la chambre, le raccompagner calmement, lui parler, le rassurer et pas faire ça. Garder son calme. Voilà. Sécuriser en fait. L'important, c'est que l'enfant puisse se séparer et qu'on lui apprenne qu'il est capable de dormir tout seul et de se rendormir tout seul. Donc ça, c'est pareil. La nuit, quand il se réveille, on va dans sa chambre et on l'encourage, on le rassure et puis on l'encourage pour qu'il puisse se rendormir tout seul. Et parfois, surtout, on n'y va pas tout de suite parce qu'en fait, il est capable de se rendormir tout seul. Donc, c'est vraiment une relation de confiance à établir. Très bien. Merci beaucoup, Eugénie, pour tous ces conseils. Des conseils peut-être qui ont apporté des réponses si vous nous avez envoyé vos témoignages ou des questions. Anne-Sophie, est-ce que vous avez des choses en plus de cette chronique ? Comme toujours, Thibaut, vous le savez bien souvent c'est le cas. Et là, en fait, Eugénie, c'est Sherazade qui tient à vous interpeller. Parce qu'à un moment, Thibaut, vous avez parlé d'insomnie, non pas d'insomnie, de somnambulisme, me semble-t-il. Et elle dit la semaine dernière, ma petite fille de 4 ans m'a réveillée. En fait, la maman dormait bien, elle a entendu du bruit, elle s'est levée et elle a vu sa petite puce qui déambulait dans sa chambre, qui avait l'air complètement inconsciente de ce qu'elle faisait. Elle a fait un petit tour, 2 petits tours, elle est allée se recoucher comme si de rien n'était. Alors, elle se demande en tant que maman si elle doit s'alerter sur ce phénomène ou si ça peut se produire de temps à autre. Enfin bref, voilà, que faire devant cette situation ? C'est tout à fait normal le somnambulisme. Je crois que ça touche 15% des enfants entre 3 et 6 ans. Donc, c'est quelque chose de manière ponctuelle. Et puis, ça va être 5% qui vont se réveiller, qui vont être somnambules à plus de 15 fois par an dans la nuit. Quelque chose comme ça dans les chiffres. Donc, c'est important, évidemment, de sécuriser l'environnement. C'est-à-dire de savoir que si jamais l'enfant se réveille, il ne peut pas se faire mal. On évite de le réveiller, et puis quand c'est comme ça, on le raccompagne tranquillement dans son lit pour qu'il puisse se rendormir, mais c'est plutôt, encore une fois, en lien avec le développement physiologique normal de l'enfant. Très bien. Merci beaucoup, Eugénie, pour tous ces conseils. Impressionnant les chiffres que Eugénie vient de nous donner. Oui, exactement. Merci Anne-Sophie.